Yaurana Kuraora, aujourd'hui nous prenons le large pour parler de la préservation des océans et des aires marines protégées ou AMP que nous allons découvrir avec nos invités. Terena Argus, chef de projet espace naturel à la DIREN, la direction de l'environnement Yarana. Yarana. Et Sophie Marinesque, déléguée territoriale de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Yarana. Yarana Ari. Et qu'est-ce qu'une AMP? Ne vous inquiétez pas, on va voir ça dans quelques instants. Quels sont ses avantages? Comment est-ce que ça peut être géré? Ça va être notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Avec ses 5 millions de kilomètres carrés, l'aire marine protégée Teinouiatea est devenue la plus grande AMP au monde. Et oui, vous êtes sans doute pas passé à côté de cette information récente. Suite à l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'aire marine gérée, donc AMG, dénommée Teinouiatea, s'est transformée en aire marine protégée. Ce changement de statut permettrait une reconnaissance et des nouveautés très positives. Mais avant d'en parler, on va essayer déjà de comprendre c'est quoi une AMP, c'est quoi une AMG, etc. On va revoir tout ça. Terena, on commence avec toi justement. On parle d'AMG, aire marine gérée, d'AMP, aire marine protégée. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre le sujet? Alors, une aire marine gérée, une aire marine protégée, au final, c'est un espace qui est classé au Code de l'environnement, qui est nécessairement géré et protégé. Teinouiatea, aujourd'hui, effectivement, a été reconnue aire marine protégée, mais finalement, Teinouiatea est venue consolider l'ensemble des mesures de protection de l'environnement et de gestion durable des océans qu'a mené la Polynésie depuis plus de 70 ans. Donc ça, c'est important. Ça vient pas juste de sortir, voilà, c'est un aboutissement, on va dire. Il y a eu des mesures pour mettre en place des espaces naturels protégés, que ce soit terrestres ou marins, depuis les années 50. Il y a eu des mesures pour encadrer la pêche, pour éviter d'avoir un impact trop important sur les ressources, mais aussi sur les espèces emblématiques. Et en fait, toutes ces réglementations-là, en 2018, ont fait l'objet d'un arrêté qui a été pris par le gouvernement et qui crée cette zone, cette aire marine gérée à l'époque, Teinouiatea. Cet arrêté de classement en 2018, pourquoi on l'a appelé aire marine gérée? C'est parce que finalement, il y avait très peu de réglementation, de protection à l'intérieur de l'arrêté. Par contre, ce qui a été mis en avant, c'est la gestion partenariale avec l'État notamment, sur cet immense espace maritime. Donc cette gestion, cette gouvernance, elle a été mise en place depuis 2018. Et là, dernièrement, à l'UNOC, la Polynésie a franchi un autre cap en renforçant la protection au sein de Teinouiatea. C'est-à-dire que cet arrêté de classement de 2018, qui est mis à jour aujourd'hui, intègre l'ensemble des réglementations de protection qui existaient déjà depuis 70 ans, et on en a rajouté d'autres. Alors, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est vraiment que le processus, Sophie, n'a pas vu le jour comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus qui a vu le jour petit à petit, justement, avec toutes ces protections depuis plusieurs années. Oui, tout à fait, Harry. C'est ce qu'expliquait Terena. La reconnaissance aujourd'hui de l'aire marine gérée en aire marine protégée, c'est un aboutissement du fait qu'il existe autour de cet espace une gouvernance partagée qui implique les acteurs pour réfléchir à des actions communes pour réduire les pressions sur les espèces marines, emblématiques bien sûr, les mammifères marins, les requins, les raies, les tortues, mais aussi qui choisit le modèle de pêche, un modèle de pêche durable avec des réglementations fortes. Et tout ça a été travaillé avec l'appui de l'OFB au sein d'un plan de gestion, en fait, un plan sur lequel on s'engage collectivement à 15 ans à mener des mesures pour limiter les pressions sur cet espace et gérer durablement l'océan. Alors, il y a 4 objectifs principaux. On y vient dans quelques instants, mais avant, on aimerait bien savoir aussi, surtout, c'est quoi l'espace qui est réservé à cette AMP. J'en ai parlé en début d'émission, 5 millions de kilomètres carrés. On voit une carte à côté de toi, on en parlera bien en détail tout à l'heure. Mais finalement, il faut aussi savoir que sur tout cet espace, tout n'est pas forcément protégé de la même manière. Il y a des catégories, etc. Tu peux nous en parler rapidement, on rentrera dans les détails plus tard? Alors oui, le Code de l'environnement de Polynésie
prévoit des dispositions pour protéger des espaces. Et il y a plusieurs catégories, il y a 6 catégories. La catégorie 1, c'est la réserve naturelle intégrale qui va mettre sous cloche finalement un espace où on n'aura pas le droit d'y accéder pour permettre à la nature de se régénérer. Et en fait, on a catégorie 2 jusqu'à 6. Et en fait, plus on va vers le 6, plus on autorise des activités, mais sous certaines conditions. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un développement durable, c'est-à-dire une protection de la biodiversité et de l'environnement, tout en développant les activités économiques. Alors aujourd'hui, on parle de l'existence de ces AMP, de ces AMG. Quand on voit dans les médias, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. On l'a dit, le processus a déjà commencé depuis plusieurs dizaines d'années. Mais avant l'existence de ces AMP, de ces AMG, Sophie, comment est-ce qu'on protégeait la mer finalement? Il y avait une différence à ce qui se passait auparavant? Effectivement, il y a le sujet de TNouiATA, ça a été concrétisé réglementairement en 2018. Mais il y avait déjà des actions à la fois d'encadrement des pêcheries, des réglementations qui avaient été choisies pour que ne soient autorisés que des navires polynésiens qui pêchent pour la Polynésie principalement, avec des méthodes de pêche qui sont compatibles avec la protection des espèces. Donc ça, c'est une première étape importante. La deuxième, c'est que pour assurer que tout ça soit effectif, il fallait de la surveillance. Et cette surveillance, elle est déjà menée conjointement avec l'État, notamment avec l'action de l'État en mer, qui assure une surveillance permanente de cette immense zone économique exclusive pour veiller à ce que cette réglementation elle soit respectée à la fois par ceux qui pratiquent l'espace, mais aussi et surtout qu'il n'y ait pas des intrusions extérieures pour avoir un impact négatif sur ce patrimoine. Donc tout ça, cette protection, elle existe déjà. Bien sûr, elle va être encore renforcée avec les annonces et l'engagement collectif, mais ce n'est pas une nouveauté. Alors, transition parfaite, puisque là, tu nous parles de protection. Parmi les quatre principaux objectifs du plan de gestion, il y a la préservation des espèces marines emblématiques en atténuant les pressions générées par les activités marines et renforcer la protection des écosystèmes profonds en s'appuyant sur la recherche scientifique et les savoirs traditionnels. On va déjà se concentrer sur ces 2 premiers points. Sophie, qu'est-ce qu'on entend par espèces marines emblématiques? C'est quoi exactement? Les espèces marines emblématiques qui ont été identifiées dans le plan de gestion de TNouiATA, c'est à la fois des espèces qui ont un statut de protection au Code de l'environnement polynésien, parfois avec un statut de protection international pour un certain nombre d'entre elles. Donc ça peut être des baleines, J'ai des évoqué tortues, tout à l'heure, voilà. des requins, etc. Exactement, mais c'est aussi des animaux ou des espèces marines qui sont dans le quotidien, qui sont aussi dans la culture, avec une importance particulière dans la culture polynésienne. Donc effectivement, les baleines, les mammifères marins plus largement, les requins, les raies, les oiseaux marins en partie, qui sont des espèces qui jouent aussi un rôle clé dans les écosystèmes, soit de régulateurs des écosystèmes, soit des prédateurs de haute chaîne, donc ils jouent aussi ces rôles importants dans l'océan. Donc vis-à-vis de ces espèces, on a déjà fait énormément d'émissions sur la protection de certaines espèces citées. Donc par rapport aux menaces, on s'en doute bien, on les connaît déjà un petit peu. Mais les actions, Terena, spécifiques qui sont mises en place pour leur préservation, c'est ça qui est important dans ce plan de gestion. Oui, alors les actions, c'est beaucoup d'acquisition de connaissances, des programmes de recherche pour identifier les zones, ce qu'on appelle les zones fonctionnelles de ces espèces marines emblématiques pour savoir où est-ce qu'elles se nourrissent, où est-ce qu'elles se reposent, éventuellement qu'elles se reproduisent, pour qu'on puisse après, derrière, protéger des sites spécifiques. Après, ce sont des actions qu'on mène aussi avec la direction des ressources marines pour faire en sorte que les palangriers polynésiens qui pêchent dans la ZEE puissent mettre en place des bonnes pratiques pour éviter les captures d'espèces emblématiques, voilà, notamment les requins. Voilà, ce sont les principales mesures qu'on peut prendre. Et effectivement, de connaître les zones fonctionnelles, ça peut nous permettre aussi de mettre en place ce qu'on appelle des zones maritimes particulièrement vulnérables, c'est-à-dire éviter trop de trafic maritime sur ces mêmes routes pour éviter des collisions, ce genre de choses. Donc, alors tu parlais de pêche juste avant, ça me paraît encore une fois une transition parfaite avec ces espèces qui sont parfois ciblées par la pêche hauturière. Parlons de la pêche plus généralement. Aujourd'hui, ça représente une menace pour certaines espèces, Sophie, comme on le disait. Alors, à l'extérieur de la ZEE, il y a de vrais sujets de capture accidentelle importantes selon les méthodes de pêche qui sont utilisées sur ces espèces-là. Et donc TNouiATA, aujourd'hui, c'est une forme de sanctuaire du fait des choix qui ont été faits d'avoir cette pêcherie à la palangre qui est compatible et qui a vraiment assez peu d'impact en fait sur ces espèces, même s'il y a toujours des marges de progression. Mais voilà, donc
Ça, c'est un premier point important, c'est que quand les espèces sont dans TNUI-ATA, elles sont de fait déjà bien protégées. Bien sûr, il y a des travaux qui peuvent être menés avec les acteurs de la pêche. Il y a déjà des travaux qui sont menés par la direction des ressources marines pour avoir des bonnes pratiques si jamais ces espèces sont capturées à la palangre pour les relâcher ou limiter leur capture. Et ces travaux vont se poursuivre dans le temps. C'est une des actions qui est identifiée dans le plan de gestion de TNUI-ATA. Alors quand on parle de ce plan de gestion ou juste des ressources marines et de la pêche, on parle souvent de DCP. Mais quand on n'est pas familiarisé avec le domaine, on ne sait pas ce que c'est. On peut revenir là rapidement sur ce thème, Terena? Oui, et alors les DCP sont les dispositifs de concentration de poissons. Alors là, on parle des DCP dérivants, parce qu'il y a des DCP ancrés qui sont installés par la DRM pour permettre aux pêcheurs côtiers d'avoir un garde-manger, on va dire, au large. Mais là, les DCP dérivants, c'est une vraie problématique au niveau du Pacifique, puisque ce sont des dispositifs qui sont lâchés en dehors de la ZEE, qui dérivent dans nos eaux et qui constituent après une pollution, puisqu'ils s'échouent sur nos motus, etc. Donc, dans le nouvel arrêté, l'arrêté mis à jour de TNUI-ATA, ce qui n'était pas le cas en 2018, et bien là, on interdit complètement les DCP dérivants. Ça veut dire que on va travailler, il y a un gros travail qui est fait par la DRM au niveau régional pour que les thoniers senneurs, ceux qui pêchent au chalut à l'extérieur de la ZEE, puissent laisser en fait les balises GPS allumées et nous transmettre la position de ces DCP pour qu'ils puissent être récupérés avant qu'ils s'échouent sur les îles. Et l'objectif, c'est que ces thoniers senneurs à l'extérieur financent sa récupération. Donc, il y a un gros travail qui est fait par la DRM à ce sujet. Et le fait d'avoir intégré dans la réglementation cette interdiction, eh ben, ça va permettre de mettre la pression aussi aux nations qui ont des pêcheries impactantes comme la pêche au chalut. Voilà, pour les DCP. Aujourd'hui, on peut dire que toutes ces activités sont encadrées par ce plan de gestion. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi au sein de cette AMP, ici en Polynésie française. Non, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir préserver notre océan pour les générations futures, les enfants de demain. On veut leur laisser un océan qui soit en bonne santé, qui puisse continuer à avoir des espèces dont on a parlé dans l'eau, etc. Donc ça nécessite un encadrement effectivement de toutes les activités et aussi un positionnement au niveau international de la Polynésie. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement à l'UNOC en annonçant que voilà, nos 5 millions de kilomètres carrés, voilà, on a une ambition forte de pouvoir protéger notre océan parce que c'est culturellement, on est lié à l'océan. Voilà, donc c'est important d'encadrer toutes ces activités et d'anticiper les futures activités parce que voilà, il y a des choses, par exemple les voiliers, il y a plusieurs années, c'était pas forcément quelque chose qui posait un problème, mais il y a de plus en plus de voiliers qui rentrent dans la ZEE, qui s'arrêtent dans différentes îles, donc ça nécessite aussi un encadrement. Et là, c'est effectivement la DEPAM qui travaille sur ces sujets-là aussi. Et la DEPAM qui est dans TNUI-ATA. On est tous ensemble, tous ces services réunis au sein d'un comité et pour mettre en œuvre ce plan de gestion. Alors ce plan de gestion, il est important, on s'en doute bien, sinon on n'en parlerait pas autant. Sophie, j'aimerais revenir sur une des choses qu'a dit Terena, à savoir que c'est vrai, la Polynésie française culturellement est très rattachée à la mer. Donc en fait, il y a plus de menaces et de conséquences qu'on ne peut penser si ces AMP ne sont pas forcément gérées. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de menaces que ce que l'on peut croire. Il existe toujours sur l'océan des menaces. Elles ne sont pas toujours issues de la pratique et des usages à la côte. Bien sûr, il y a des pressions sur les milieux à la côte, mais pour TNUI-ATA, il y a une grande partie des pressions qui viennent aussi de l'extérieur et qui sont difficiles à maîtriser. Donc celles qui sont liées au changement climatique, sur lesquelles c'est difficile d'avoir une prise, celles qui sont liées aux pratiques de pêche, où on ne l'a pas encore évoqué, mais la velléité d'exploitation des grands fonds marins, des ressources marines associées sur des milieux qu'on ne connaît pas encore. Et donc les choix faits par la Polynésie française d'exemplarité sur ces sujets-là dans l'océan Pacifique peuvent avoir un retentissement aussi au niveau international sur les activités des territoires voisins. Et donc cette dimension régionale aussi de rayonnement des choix de la Polynésie, elle est très importante pour limiter ces impacts-là quand on parle de l'océan du large, sachant qu'on a déjà
une pêcherie qui est engagée dans un modèle de développement durable, puisque cette pêcherie-là, c'était un préalable. Sa reconnaissance comme une pêche qui est labellisée aujourd'hui est considérée comme compatible avec la préservation pour que cette aire soit reconnue comme protégée au niveau international. C'est vrai que tu nous as parlé rapidement de ces écosystèmes profonds. Alors, on avait déjà fait une émission récemment sur les grands fonds marins où on parlait justement de cet impact qu'ils pouvaient avoir à l'international. Mais on va surtout parler du dernier point, à savoir assurer une gestion spatialisée et partenariale de l'AMG, de l'AMP, avec ce plan de gestion. Terena, c'est important de pouvoir le souligner puisque tu nous parlais tout à l'heure de cette carte. Il y a une gestion spatialisée qui est bien spécifique en Polynésie. Oui, alors effectivement, dans le plan de gestion Te-Inuiatea, le 4e point, la gestion spatialisée, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Ça consiste à mettre en place des zones protégées à l'intérieur de Te-Inuiatea. Donc en fait, je résume grossièrement, il y a des zones dans la zone. Il y a des zones dans la zone, voilà. Et je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs catégories de 1 à 6. Aujourd'hui, Te-Inuiatea, c'est une catégorie 6 qui permet des activités sous certaines conditions. On a parlé de la pêcherie durable par et pour les Polynésiens. Et là, le pas qui a été franchi également par le pays, c'est de créer ces zones à l'intérieur de Te-Inuiatea. Donc, on a, je ne sais pas si on voit à l'écran. Oui, c'est ça, c'est voilà. Ce que l'on voit actuellement à l'écran. Donc, une zone à l'ouest de la Société en rose, qui serait une aire marine protégée de catégorie 1, donc réserve naturelle intégrale, où il n'y aurait effectivement aucune activité d'autorisée sauf dérogation, avec plutôt un aspect de recherche scientifique. Et un parc territorial au niveau des Gambiers, donc qui est en jaune sur la carte. C'est une catégorie 2, donc c'est aussi un statut de protection, mais où on va autoriser des activités touristiques et de la pêche artisanale, durable, qui correspond aux coutumes, aux us et coutumes des Mangaréviens. Et puis, d'autres espaces qui sont instaurés, des zones côtières. Donc, on a à la Société en rose une zone côtière réservée à la pêche artisanale jusqu'à 30 nautiques. Aux Australes et aux Marquises, pareil, des zones côtières, mais à 15 nautiques. Et au Gambier, une zone de pêche artisanale à 12 nautiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les Marquises et les Australes portent des projets depuis plus de 10 ans d'aires marines protégées. Donc, des concertations ont eu lieu, mais les discussions se poursuivent, notamment avec les armateurs de pêche, puisque effectivement, ce sont des zones qui sont riches et qui sont intéressantes, en tout cas en termes d'espèces, pour la pêcherie locale. Donc, des discussions sont encore nécessaires, mais voilà, on essaye véritablement d'arriver à un consensus pour que tout le monde puisse s'y retrouver, qu'on puisse concilier à la fois la protection et le développement de notre filière de pêche hauturière. Et heureusement que vous êtes accompagné par des partenaires, donc il y en a beaucoup, mais je vais parler en particulier de l'OFB, qui est un des partenaires particuliers, j'ai envie de dire, partenaire historique même et technique de ce plan de gestion. Tu peux nous en parler, Sophie ? Oui, effectivement, l'OFB, peut-être pour le rappeler, c'est donc un établissement public de l'État qui est rattaché au ministère de l'Écologie et de l'Agriculture, mais qui est sur le territoire national parmi ses missions. C'est un établissement dédié à la protection de l'environnement, gestionnaire de beaucoup d'espaces protégés, 150 à peu près espaces protégés, dont une grande partie sont des espaces marins. Et donc assez naturellement, depuis que l'OFB était présent en Polynésie française, il y a eu un travail de collaboration étroit avec les services du pays, mais aussi avec les acteurs, communes, associations, pour accompagner les politiques environnementales marines. Spécifiquement, entre 2021 et 2023, l'OFB avait été sollicité pour accompagner les services du pays dans l'élaboration du plan de gestion de Te-Inuiatea, qui a été adopté en 2023 et qui continue donc d'être mis en œuvre à travers des comités techniques, des comités de gestion, des comités consultatifs, qui sont bien sûr gérés et pilotés par les services du pays concernés, mais toujours en collaboration avec l'OFB et les autres services de l'État. Et puis on a accompagné plus spécifiquement, au sein de ce plan de gestion, des actions identifiées comme prioritaires pour le territoire, soit en matière de connaissances, soit en matière de gestion, sur lesquelles on a pu apporter des financements. Alors l'OFB ne fait pas en Polynésie, mais on accompagne les acteurs, et en particulier les associations qui sont extrêmement dynamiques sur la préservation de l'océan, mais aussi demain un travail possible avec bien sûr à la fois les services du pays et les acteurs de la pêche
pour mettre en Excellent. place les mesures. Tu nous parles de financement juste avant. Donc, Terena, comment est-ce qu'on finance finalement tout ce plan de gestion? Comment est-ce que ça se passe? Il y a des aides, des ONG qui peuvent aider? Oui, alors déjà, TNUIATA, le plan de gestion, les actions sont portées par les différents services du pays, avec le soutien sur certains projets de l'État, de l'OFB, etc. Mais la création de ces nouvelles zones protégées, qui ont été annoncées à l'UNOC, a permis au pays de développer des partenariats avec des ONG qui portent justement la cause de la protection de l'océan. Donc des partenariats ont permis de débloquer des financements pour déjà élaborer les plans de gestion de chacune des zones protégées, mais également financer les actions qui vont être mises en œuvre. Donc ça, c'est la partie financement. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que ces zones protégées, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, eh bien les plans de gestion de ces zones vont être définis vraiment avec les communautés locales. Là, je reviens de mission avec toute une délégation. On était au Gambier justement pour mettre en place ce parc territorial des Gambiers. On a été très bien accueillis. Tout le monde est vraiment ravi en fait de cette nouvelle zone protégée. Et on a commencé à travailler sur qu'est-ce qu'ils souhaiteraient mettre en place comme mesure au sein de cette aire marine. Mettre en place un comité local avec des acteurs locaux. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ces zones protégées puissent être appropriées par les populations et qu'elles puissent vraiment être dans la gestion de ces zones. Alors effectivement, maintenant qu'on a des explications, on comprend beaucoup mieux ce que c'est une AMG, une AMP, comment est-ce que c'est géré. Et on termine notre émission avec Veinui Marakai de la DG2E, la Direction Générale de l'Éducation et de l'Enseignement, qui aborde, elle, les AME, les aires marines éducatives, en images dans vos questions express. Yorana, je suis Veinui Marakai et je suis chargée de mission au département de l'action pédagogique et éducative de la DG2E et je coordonne le dispositif des aires marines éducatives en Polynésie française. Une AME ou aire marine éducative, c'est un espace maritime littoral géré par les élèves, les enseignants, la communauté éducative et les partenaires locaux. L'objectif est triple. Connaître la mer, c'est-à-dire acquérir par l'expérience des connaissances scientifiques et pluridisciplinaires pour mieux comprendre les écosystèmes marins. Vivre la mer en agissant concrètement avec les partenaires locaux et notamment en protégeant et en valorisant le milieu marin. Et enfin, les AME représentent vraiment une dimension intergénérationnelle car elles mettent en dialogue la mémoire des anciens et l'énergie des plus jeunes au service de l'éducation au développement durable ancré dans la culture et le territoire. Concrètement, alors tout d'abord, on pousse les murs des classes et on donne l'occasion aux élèves d'être dehors, d'être sur le terrain, sur la aire marine éducative pour observer, expérimenter et agir. Concrètement, ils explorent en essayant d'identifier les espèces et ressources marines et les interactions et font également le suivi de l'état de santé des coraux, de la aire marine éducative et font également du bouturage de coraux. Et enfin, ils partagent, ils échangent, rencontrent les pêcheurs, les référents culturels, les associations, les biologistes, les scientifiques, pour pouvoir justement échanger, mieux comprendre et agir et échanger avec les classes de Polynésie et d'ailleurs. Alors les bénéfices sont vraiment pluriels dans le sens où, outre le fait d'acquérir une meilleure connaissance éco-citoyenne, une meilleure sensibilisation aux espèces et aux ressources marines, une belle qualité également dans leur présentation. Cela permet également de mieux s'engager en participant au Conseil de la mer élargi
et en participant également à des événements comme le Rahoui. Avec les AME, chacune et chacun peut prendre part à la gestion de l'océan et préserver cette belle richesse partagée. Elles donnent aussi envie d'aller plus loin en inspirant de belles vocations. Avec des explications, c'est beaucoup plus clair. On y voit beaucoup mieux et si vous avez envie de vous renseigner et aller encore plus loin dans vos recherches, ne bougez pas. On vous propose ce fascicule que l'on trouve sur le site de la DIREN, donc www.service-public.pf/DIREN. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour vraiment savoir de quoi on parle, du plan de gestion, des enjeux de préservation, la construction du projet aux objectifs. Et on poursuit avec www.ofb.gouv.fr. Depuis 2019, il y a plus de 236 articles disponibles. Je les ai tous lus. Non, en vrai, je les ai pas tous lus, mais ils étaient très intéressants sur les AMP en général. Et un article qui revient sur les grandes lignes de TNUI ATA. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup Terena d'être venue et de nous avoir parlé justement de cette aire marine protégée. Merci Harry, merci. Et merci beaucoup Sophie aussi de nous avoir apporté justement toutes ces précisions tout au long de l'émission. Avec plaisir, merci Harry. Maururu, à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, passez une très bonne soirée sur TNTV. Maururu ito tatou farerera, trahoma, parheana.